Ma femme et son amant méprisaient ma humble vie, ignorant totalement qui j'étais réellement. Lorsque j'ai calmement signé nos papiers de divorce, j'ai révélé mon héritage de plusieurs milliards de dollars, brisant leur avidité et regagnant ma dignité. 8 ans et c'est tout ce que tu as réussi à conserver. Prends ton temps, Ethan. Nous ne sommes pas pressés. Je sais qu'il va vraiment signer. J'ai presque pitié de lui. Ne le plains pas. C'est lui qui s'en tire le mieux. Peut-être. Au moins, tu as ce vieux camion. Le matin où j'ai signé les papiers du divorce, Olivia et Mason traitaient la pièce comme un lieu de célébration. Elle s'était habillée pour l'occasion. Il avait posé les clés de sa voiture de sport sur la table, comme pour marquer un point. Aucun d'eux ne se demandait pourquoi j'étais si complètement impassible. J'ai signé chaque page sans hésitation, sans un mot de contestation. Ce qu'ils n'ont pas vu, trop occupés à se donner en spectacle l'un pour l'autre, c'étaient 3 avocats entrant discrètement avec un dossier scellé, un dossier que j'avais arrangé pour qu'il arrive à ce moment précis. Alors, qu'attendais-je qu'ils finissent en premier? Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû mieux vous connaître, restez avec cette histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment. Il y en a beaucoup d'autres comme celle-ci. Les gens qui n'ont jamais eu d'argent ont tendance à croire que c'est la réponse à la plupart des choses. Et les gens qui en ont toujours eu ont tendance à croire la même chose. La différence est que le second groupe n'a jamais à découvrir s'ils ont raison. J'ai grandi dans le second groupe, bien que personne à Boston ne l'aurait deviné en me regardant, l'homme à la veste en flanelle délavée qui conduisait une camionnette vieille de 12 ans et passait ses après-midi à aider des jeunes de 20 ans à s'entraîner pour des entretiens d'embauche qu'il était terrifié de passer. C'était mon choix. Je veux être clair à ce sujet. Ce n'était ni une erreur, ni une phase. Quand ma mère est morte, j'ai tout abandonné de ce que mon père avait construit parce que j'avais besoin de savoir qui j'étais sans le poids d'un nom qui ouvrait les portes avant même que j'aie frappé. Arthur Bennett ne l'a pas compris à l'époque, et je ne suis pas sûr qu'il l'ait jamais vraiment compris. Mais il m'a laissé partir parce qu'il était le genre d'homme qui croyait qu'un fils qui avait besoin de partir devait partir, et qu'exiger qu'il reste ne produirait qu'un homme qui en voudrait à l'endroit où on le retenait. J'ai construit quelque chose de personnel à Boston. Modeste selon les standards d'où je venais. Je dirigeais un centre de formation professionnelle à Dorchester, un vrai, pas le genre avec une cérémonie d'inauguration et un conseil consultatif rempli de gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Nous aidions les jeunes à apprendre des métiers, à rédiger des CV, à se préparer pour des entretiens, et parfois juste à découvrir ce pourquoi ils étaient doués. J'étais doué pour ça. J'ai découvert, après des années à me poser la question, que c'était la chose que je voulais vraiment faire de mon temps sur Terre. Et puis j'ai trouvé Olivia. Elle avait 29 ans quand nous nous sommes rencontrés, 3 ans après avoir fini ses études de droit et noyée sous les dettes étudiantes, envoyant des candidatures à des cabinets qui continuaient de lui envoyer des rejets polis. Elle avait cette façon de se tenir, même quand tout s'effondrait. Droite, contrôlée, comme si elle refusait de laisser la difficulté de la situation transparaître à l'extérieur. Je respectais ça. Je suis resté avec elle pendant de longues nuits où elle se préparait pour des entretiens, l'écoutant répéter ses réponses, lui disant lesquelles sonnaient comme elle et lesquelles sonnaient comme ce qu'elle pensait qu'il voulait entendre. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Avant le mariage, l'avocat de mon père nous a envoyé des papiers à signer. Un contrat de mariage standard, disait-il, juste une précaution pour protéger les actifs familiaux en cas de changement futur. Olivia a signé sans trop d'histoire. À l'époque, elle n'avait aucune raison de penser qu'il y avait quoi que ce soit de significatif à protéger. Pour autant qu'elle le sache, elle épousait un homme qui gérait un centre de formation à but non lucratif et conduisait une camionnette avec un tableau de bord fissuré. Les papiers semblaient être une formalité, et elle les a donc traités comme tels. Je n'ai pas expliqué plus que nécessaire. Je lui ai dit que c'était quelque chose que mon père exigeait, elle a hoché la tête et signé, et s'en est resté là. Aucun de nous n'a beaucoup repensé à cet après-midi pendant longtemps. Pendant les premières années, les choses allaient bien. Elle est devenue associée chez Carlton & Pierce plus vite que quiconque ne s'y attendait, ce qui a surpris certaines personnes et n'a surpris personne qui l'avait réellement vue travailler. J'étais fier d'elle. Je le pensais, et je le pense encore maintenant. Elle avait mérité ce qu'elle avait construit, et j'avais été heureux d'être dans la pièce pendant qu'elle le construisait. Mais quelque chose a changé au fil des ans, progressivement, puis tout d'un coup, comme la plupart des choses changent.
Le succès avait donné à Olivia accès à un monde qui mesurait les gens par leurs titres, leurs comptes de dépenses et les voitures qu'ils conduisaient aux événements. Et quelque part dans ce monde, elle a commencé à regarder différemment l'homme qu'elle retrouvait à la maison. Ma camionnette est devenue une source d'embarras avant que je ne m'en rende compte. Mon travail est devenu quelque chose qu'elle justifiait lors des dîners. Oh, il dirige un programme communautaire, très enrichissant, sur le ton que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de faire paraître quelque chose de mieux qu'ils ne le croient réellement. Sa mère, Eleanor Carter, n'avait jamais été subtile quant à son opinion sur moi. Eleanor était une femme qui portait des jugements rapides et les révisait lentement, et son jugement sur moi s'était formé dans les 20 premières minutes de notre rencontre. Elle était assez agréable en surface, mais sous cette amabilité se cachait une conviction inébranlable que sa fille s'était contentée de peu, et que la preuve en était sous les yeux de tous ceux qui voulaient bien regarder. Elle faisait des remarques lors des dîners de famille, pas cruelles exactement, plutôt des observations livrées avec la certitude de quelqu'un qui croyait simplement être honnête. Que Olivia méritait un homme avec une réelle ambition. Qu'il y avait des gens dans cette ville qui pouvaient lui ouvrir des portes, les bonnes portes. Et n'était-ce pas dommage qu'elle ait passé toutes ces années avec quelqu'un qui semblait se contenter de rester exactement où il était? J'avais l'habitude de changer de sujet quand Eleanor commençait. Finalement, j'ai cessé d'assister au dîner où elle était susceptible de tenir salon. Le gala de la Fondation Whitmore a eu lieu en octobre. C'était un grand événement, le genre où tous les avocats et investisseurs sérieux de Boston se montraient pour voir et être vus. Olivia avait été invitée par l'intermédiaire du cabinet, et je supposais que nous irions ensemble. C'était le genre de soirée que je n'appréciais pas particulièrement, mais j'aurais porté le bon costume, dit les bonnes choses, et passé 2 heures à être son mari dans une pièce pleine de gens qui se souciaient de ce genre de choses. J'étais prêt à faire ça pour elle. Elle est rentrée à la maison ce jeudi-là et m'a dit qu'elle ne m'emmenait pas. Pas de manière douce, pas avec des excuses. Elle l'a dit de manière factuelle, comme on dirait à quelqu'un que la réservation a été changée, comme si ma présence ou mon absence à un événement majeur de sa vie professionnelle n'était qu'une variable logistique qu'elle avait déjà résolue. Elle a dit que les gens à ce niveau remarquaient des choses, que les apparences comptaient d'une manière que je n'avais jamais comprise, et que venir avec moi créerait la mauvaise impression. Elle a dit, et je m'en souviens clairement parce que certaines choses ne s'adoucissent pas avec le temps, que les gens penseraient que j'étais le personnel. Elle y allait avec Mason Veil à la place. Il était un investisseur avec des relations au sein du cabinet, raffiné de la manière qui rendait certaines pièces plus faciles à traverser, et apparemment mieux adapté au genre de soirée qu'elle avait en tête. Elle a présenté cela comme une décision professionnelle. Je me suis assis en face d'elle à table et j'ai compris sans qu'on me le dise que quoi que ce soit avec Mason, ça n'avait pas commencé cette semaine-là. Je n'ai pas fait de scène. Je ne lui ai pas demandé de choisir. Je suis allé me coucher ce soir-là et je suis resté là, les yeux fixés sur le plafond, pendant que ma femme se préparait pour un gala auquel elle assistait avec un autre homme. Et j'ai pris une décision si tranquillement que même moi, je l'ai à peine remarqué. J'ai décidé que j'allais attendre, observer et découvrir exactement à quoi j'avais affaire avant de faire quoi que ce soit. Les photos ont circulé dès le lendemain matin. Quelqu'un les avait postées de l'événement, Olivia et Mason ensemble. Sa main dans le creux de son dos, son visage tourné vers lui avec une expression que je reconnaissais d'une autre époque. Les commentaires les qualifiaient de Power Couple. Le nouveau Power Couple de Boston. Personne n'a demandé où j'étais. Quand je l'ai confrontée, elle n'a rien nié avec une réelle force. Elle a dit que j'étais trop sensible. Elle a dit que je devais comprendre que sa vie exigeait un certain type de présence, un certain type de partenaire, et qu'elle était désolée si je trouvais cela difficile. Elle l'a dit avec une sorte de calme étudié qui m'a dit qu'elle répétait une version de cette conversation depuis un certain temps. J'étais encore en train de digérer tout cela quand le médecin de mon père a appelé du Wyoming. La santé d'Arthur déclinait depuis plus d'1 an, mais l'appel m'a appris que quelque chose avait changé, un changement qui n'était plus réversible, une fenêtre qui se fermait. J'ai réservé le premier vol possible et j'ai fait une valise. Quand j'ai dit à Olivia que je partais, elle m'a demandé combien de temps je serais absent car elle et Mason avaient prévu un voyage la semaine suivante. Elle n'a pas proposé de venir. Elle n'a pas posé de questions sur l'état de mon père. Elle est restée dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec son café, et je suis sorti par la porte d'entrée, et aucun de nous n'a dit quoi que ce soit d'important. Le domaine Bennett dans le Wyoming est le genre d'endroit qui semble hors du temps, vaste et silencieux d'une manière qui rend tout ce qui semblait urgent en ville petit et lointain. Mon père était dans un fauteuil près de la fenêtre quand je suis arrivé,
plus petit que dans mon souvenir, ce qui est la pire chose quand on regarde quelqu'un vieillir. Pas la lenteur ou la difficulté, mais la façon dont ils deviennent une version diminuée d'eux-mêmes si progressivement que l'on ne remarque le changement total que lorsqu'on les voit après une absence. Nous avons parlé pendant plusieurs jours, de longues conversations, certaines sur le passé, d'autres sur ce qui allait arriver. Il m'a dit que tout avait été préparé pour le transfert, la documentation légale, la structure du conseil d'administration, les arrangements de fiducie. Bennett Family Holdings me reviendrait en totalité, unique héritier avec une participation de contrôle dans un portefeuille qui avait passé des décennies à devenir quelque chose de bien plus grand que ce que l'un ou l'autre aurait pu prédire quand il l'a commencé. Il m'a rappelé que le contrat de mariage que j'avais signé des années auparavant protégeait entièrement tous les actifs hérités. Olivia n'avait aucun droit sur quoi que ce soit, quelle que soit la fin du mariage, car elle avait signé un document acceptant exactement cela, un après-midi tranquille il y a des années, quand elle ne pensait pas que cela avait de l'importance. Je savais pour Olivia. Je ne lui avais pas dit grand-chose, mais les pères en savent plus que leurs enfants ne le pensent, et Arthur Bennett était un observateur attentif des gens. Il m'a dit que lorsque la nouvelle de l'héritage deviendrait publique, les gens qui m'avaient méprisé trouveraient des raisons de réviser rapidement leurs opinions, et que je devrais regarder à quelle vitesse cela se produisait et laisser cela me dire ce que j'avais besoin de savoir. Puis il m'a regardé avec la franchise qu'il avait toujours eue, même diminuée. Et il m'a demandé de lui faire une promesse. Il a dit, n'utilise pas ce que tu es sur le point d'avoir pour détruire les gens qui t'ont blessé. Non pas parce qu'ils ne le méritent pas, mais parce que l'homme qui fait ça n'est pas l'homme que j'ai élevé. Le pouvoir utilisé de cette façon coûte toujours plus qu'il ne rapporte. Je lui ai donné ma parole et quelques jours plus tard, il était parti. Je suis revenu à Boston avec le chagrin dans la poitrine et aucun plan particulier pour la suite. Olivia était à la maison quand je suis arrivé. Elle m'a laissé franchir la porte et poser mon sac, puis elle a posé un dossier sur la table de la cuisine et m'a dit qu'elle avait parlé à ses avocats. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi pendant mon absence, que le mariage ne fonctionnait pas, qu'elle et Mason avaient développé quelque chose de réel, et qu'elle pensait qu'une séparation n'ait été dans l'intérêt de tous. Elle était calme et organisée à ce sujet, d'une manière qui m'a dit que cela aussi avait été répété, et que le moment de la mort de mon père avait été considéré comme un facteur, non pas avec cruauté, mais avec le genre de détachement pratique que je ne réalisais qu'alors avait toujours été là sous la surface des choses. Elle s'attendait à ce que je discute, que je supplie ou que je m'effondre d'une manière qui rendrait l'ensemble plus facile à raconter plus tard. Je suis resté là, dans ma propre cuisine, tenant le dossier qu'elle m'avait donné, et j'ai pensé à la promesse que j'avais faite à mon père. J'ai pensé au contrat de mariage. J'ai pensé aux documents scellés que les avocats de mon père préparaient déjà à déposer auprès du tribunal dans le cadre de la divulgation d'actifs standards requises dans toute procédure de divorce, des documents qui devraient être ouverts à un moment donné et dont je déciderai exactement quand. Et puis j'ai pensé à Olivia, debout en face de moi, absolument certaine de savoir à qui elle avait affaire. Je lui ai dit que j'examinerais les papiers et que je lui donnerais une réponse. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un dont on est déjà passé à autre chose et dont on attend juste que les formalités rattrapent le retard. J'ai posé le dossier et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat principal de mon père et je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit de préparer la documentation complète, de la déposer sous scellé auprès du tribunal et de faire en sorte qu'elle soit ouverte dans la salle de médiation le dernier jour de la procédure, ni avant, ni après. Je voulais que la signature soit réelle. Je voulais qu'il n'y ait aucune possibilité qu'une signature extraite sous la pression de la révélation soit la même chose qu'un libre choix fait sans savoir ce qui était en jeu. J'ai signé les papiers préliminaires cet après-midi-là. Je ne lui ai pas dit pourquoi j'étais si calme à ce sujet. Certaines choses sont mieux comprises en leur temps. Il y a une sorte d'humiliation qui ne s'annonce pas. Elle s'accumule. Elle se construit en couches si minces que vous manquez presque chacune d'entre elles jusqu'au jour où vous vous tenez dans une pièce et vous réalisez que vous avez été enterré pendant longtemps et que les gens qui le faisaient n'ont même jamais élevé la voix. Les semaines qui ont suivi la signature des papiers préliminaires étaient comme ça, calmes en surface, suffocantes en dessous, et j'avais fait le choix de laisser cela continuer parce que j'avais besoin de voir la chose clairement avant d'y mettre fin. Olivia a arrêté de faire semblant. C'était la façon la plus précise de décrire ce qui a changé après ma signature. Mason a commencé à se montrer à la maison que nous avions partagée pendant 6 ans. La maison que j'avais choisie avec elle. La maison où j'avais préparé le dîner le soir où elle était rentrée trop épuisée pour penser, la maison où elle avait pleuré sur le sol de la cuisine après son 3e rejet d'un grand cabinet.
Et je m'étais assis là avec elle parce que je ne pouvais penser à rien d'utile à dire, mais je n'allais pas rester debout au-dessus d'elle pendant qu'elle s'effondrait. Mason s'asseyait à la table de cette maison et parlait de l'appartement qu'il prévoyait d'acheter à Olivia dans le Back Bay, du voyage qu'ils allaient faire au Portugal au printemps, de l'avenir qui s'ouvrait maintenant que certaines complications inutiles étaient résolues. J'étais la complication inutile. Il le disait sans utiliser mon nom, et tout le monde dans la pièce le comprenait parfaitement. Eleanor a organisé un dîner en novembre, l'une de ces réunions régulières qui avait toujours fonctionné comme une sorte d'audition sociale. Une pièce où elle invitait des gens qu'elle considérait comme dignes d'être connus et gérait la conversation pour s'assurer que tout le monde comprenait sa position par rapport à eux. J'avais enduré ces dîners pendant des années. Celui-ci était différent parce que Mason est arrivé en tant qu'invité d'honneur et je suis arrivé après coup, et Eleanor avait clairement décidé qu'il n'y avait plus aucune raison de cacher qui était qui. Elle l'a fait asseoir au bout de la table, près d'elle, sur la chaise où je m'étais assis pendant la meilleure partie d'une décennie, et la conversation s'est déplacée autour de moi comme l'eau se déplace autour de quelque chose de fixe dans un ruisseau, présent, reconnu au sens technique. Et entièrement hors de propos. Mason a fait un commentaire sur mon travail au centre de formation. Il l'a dit de la manière dont les gens disent les choses quand ils veulent que la cruauté soit niable, formulée comme une observation perplexe, pas une attaque. Il a dit qu'il trouvait intéressant qu'un homme approchant les 40 ans passe encore ses journées à aider d'autres personnes à trouver leur chemin de carrière et qu'il supposait que certaines personnes trouvaient un sens à ce genre de choses. Et n'était-ce pas quelque chose qu'Ethan n'ait jamais ressenti l'attrait de construire quelque chose pour lui-même? Eleanor a souri à son verre de vin. Olivia, assise à 2 sièges de moi, a dit que je devrais prendre des notes de Mason si je voulais un jour comprendre à quoi ressemblait la véritable ambition. Je me suis levé, j'ai posé ma serviette sur la table et je suis parti sans m'expliquer. Pas de manière dramatique, je ne voulais pas leur donner la satisfaction d'une scène. Je me suis simplement levé, je suis sorti dans l'air de novembre, je suis monté dans la camionnette et j'ai conduit. Je suis resté assis sur le parking du centre de formation pendant environ 1 heure dans le noir, à regarder le bâtiment. J'ai pensé à toutes les personnes qui étaient passées par ces portes et qui en étaient reparties avec quelque chose qu'elles n'avaient pas en arrivant. Non pas parce que je le leur avais donné, mais parce que je les avais aidées à voir qu'elles en étaient déjà capables. Mason avait appelé cela un échec d'ambition. Il avait tort sur presque tout, mais il avait particulièrement tort sur ce point. C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à rassembler discrètement des documents. Non pas parce que j'avais l'intention de les utiliser au tribunal. Le contrat de mariage rendait déjà la situation financière claire, mais parce que j'avais besoin de connaître toute l'étendue de ce à quoi j'avais affaire. Au cours des semaines suivantes, j'ai trouvé ce que je cherchais sans grande difficulté, des reçus d'hôtels de voyage qui m'avaient été décrits comme des déplacements professionnels. Un contrat de location pour un appartement que ni le cabinet d'Olivia ni le fonds de Mason n'avaient de raison commerciale de maintenir, des itinéraires qui confirmaient ce que je savais déjà. Je les ai gardés dans un dossier dans mon bureau au centre de formation. Je n'ai dit à personne qu'ils existaient. Ce n'étaient pas des moyens de pression. C'était simplement le registre d'une vérité que j'avais déjà acceptée, documentée au cas où le moment viendrait où le dire à voix haute nécessiterait plus que ma parole. Ce que Mason ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir parce qu'il ne savait pas qui j'étais, c'est que son fonds d'investissement cherchait à établir un partenariat de capital avec une filiale de Bennett Family Holdings depuis près de 7 mois. Il était passé par plusieurs cycles de contacts, travaillant par l'intermédiaire d'intermédiaires, essayant de se présenter à l'héritier anonyme qui contrôlait désormais les décisions de portefeuille. Il avait rédigé des propositions, les avait révisées, avait suivi par divers canaux, et n'avait aucune idée que l'homme dont il venait d'insulter la veste à un dîner était la personne qu'il essayait de joindre. Je l'ai découvert la semaine suivante lorsque le conseil d'administration m'a envoyé un briefing sur les demandes d'investissement en attente. J'ai lu la proposition du fonds de Mason 2 fois. Puis je l'ai mise de côté et j'ai dit au conseil que je voulais que toutes les questions relatives à son fonds soient traitées par un examen indépendant standard, sans exception dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à nouvel ordre. Le transfert complet de la succession a été finalisé début décembre. La documentation a été déposée. Le conseil d'administration avait été informé et Bennett Family Holdings avait officiellement un nouveau propriétaire majoritaire. Mes avocats ont fait en sorte que la divulgation scellée soit conservée par le tribunal jusqu'à la date de médiation finale, que l'équipe d'Olivia avait fixée à la 3e semaine de janvier. Le tribunal avait été informé qu'une divulgation d'actifs importants accompagnerait la procédure. L'avocat d'Olivia l'avait signalé comme une complication potentielle et l'avait porté à son attention.
Je le sais parce que mon avocat me l'a dit, et mon avocat le savait parce que ces choses circulent dans le même petit monde professionnel où tout le monde finit par tout entendre. La réponse d'Olivia, telle qu'elle m'a été rapportée, a été de rire. Elle a dit à son avocat que c'était probablement quelques terres agricoles dans le Wyoming, peut-être une maison, peut-être du bétail, qu'Arthur Bennett avait été un homme d'affaires rural aux moyens modestes. Et que tout ce dont Ethan avait hérité était peu susceptible d'affecter le règlement de manière significative. Elle a dit que cela ne valait pas la peine de retarder le calendrier pour ça. Son avocat a déposé une note de reconnaissance et a poursuivi avec le calendrier. Le dossier scellé est resté scellé. Pendant ce temps, Mason faisait pression pour que tout soit finalisé rapidement. Il avait des raisons que je comprenais mieux qu'il ne le réalisait, plus la procédure s'éternisait, plus sa situation financière devenait exposée au genre d'examen qui accompagne un divorce contesté. L'examen indépendant de la proposition de son fonds était en cours, et les conclusions préliminaires n'étaient pas favorables. Son fonds avait déclaré des actifs bien supérieurs à ce que les positions sous-jacentes pouvaient soutenir. Il y avait des structures de dette qu'il s'était arrangé pour ne pas faire figurer dans les principales divulgations, un financement relais qui arrivait à échéance. Et une dépendance à l'égard de nouveaux apports de capitaux qui rendaient l'ensemble beaucoup plus fragile que son profil public ne le suggérait. Rien de tout cela n'était visible de l'extérieur car Mason était doué dans l'art de paraître plus riche qu'il ne l'était. La bonne montre, les bonnes clés de voiture sur la table, la bonne table sur laquelle les laisser. J'ai reçu le résumé de l'examen un mardi matin. Je l'ai lu dans mon bureau au centre de formation, entre une réunion du personnel et une session que j'avais avec un groupe d'apprentis qui se préparaient pour leurs examens de licence. Je suis resté avec l'information pendant environ 20 minutes. La réponse honnête est qu'il y avait une version de moi qui voulait prendre le téléphone et passer un appel qui aurait accéléré tout ce que Mason essayait d'éviter. Cela aurait pris moins de 10 minutes. Une instruction à la bonne personne au conseil d'administration et la proposition aurait été signalée et rejetée d'une manière qui aurait envoyé un signal clair à travers la communauté des investisseurs sur l'état de son fonds. C'était à ma portée. J'avais l'information, j'avais l'autorité et j'avais des raisons que toute personne raisonnable aurait considérées comme légitimes. Je n'ai pas passé l'appel. J'ai pensé aux mains de mon père pendant ces dernières semaines, à quel point elles étaient devenues minces, et à la façon spécifique dont il m'avait regardé quand il m'avait demandé de lui faire une promesse. Arthur Bennett n'avait pas été un homme sentimental, mais il avait été un homme précis sur ce que les choses coûtaient, ce qu'elles valaient et quels échanges valaient la peine d'être faits. Il avait bâti un empire grâce à cette précision, et la seule chose sur laquelle il avait été le plus précis à la fin était ceci: l'homme qui utilise le pouvoir pour punir n'est pas libre. Il est toujours contrôlé par les gens qui l'ont blessé parce que ce sont toujours eux qui déterminent ses actions. Je n'avais aucun intérêt à passer la suite de ma vie à être contrôlé par Olivia et Mason. J'ai dit au conseil de laisser l'examen indépendant se conclure selon son propre calendrier et d'arriver à la conclusion que les chiffres soutenaient. La date de la médiation était un jeudi de janvier, un matin gris ardoise. Le genre de journée d'hiver à Boston qui donne l'impression que la ville conserve son énergie. Je portais le même costume sombre que j'avais porté à l'enterrement de mon père. Olivia est arrivée dans une tenue qu'elle avait clairement choisie avec soin. Structurée, chère, la tenue de quelqu'un qui s'attendait à être regardé et voulait qu'on se souvienne bien d'elle. Mason est venu avec elle, ce qu'il n'avait aucun droit légal de faire, mais que personne n'a empêché car la médiation se déroulait dans une salle de conférence privée et Olivia avait le droit d'amener qui elle voulait pour la soutenir. Il s'est assis à côté d'elle à la longue table comme s'il y appartenait. Je me suis assis en face d'eux avec mon avocat et la mallette en cuir usé que j'utilisais depuis une décennie. Olivia m'a regardé comme on regarde les objets que l'on s'apprête à jeter. Pas méchamment, juste sans aucune préoccupation particulière pour ce que l'objet pourrait ressentir dans le processus. Mason avait de nouveau ses clés de voiture sur la table. J'ai remarqué qu'il faisait souvent cela. Placer les clés dans des positions visibles, comme quelqu'un pourrait afficher un diplôme. Cela vous disait quelque chose sur la façon dont il comprenait le monde, que le signal le plus fiable de sa valeur était quelque chose qu'il pouvait sortir de sa poche. Olivia a parlé la première. Elle a dit qu'après les signatures finales, je pourrais retourner à ma petite vie et ne plus avoir à m'inquiéter de tout cela. Son ton était presque doux. La façon dont on parle à quelqu'un dont on est déjà passé à autre chose et dont on ressent, à cette distance, une faible trace de quelque chose qui n'est pas tout à fait de la pitié, mais qui y ressemble. Mason a pris ses clés de voiture, les a tournées dans sa main et a dit qu'au moins j'aurais encore la camionnette,
que c'était probablement la chose la plus précieuse que j'ai jamais possédée et que je ne devrais pas trop m'en faire. Olivia a ri, un petit rire sincère, le genre qui sort quand on est à l'aise et qu'on ne pense pas à l'apparence des choses. J'ai pris le stylo. J'ai signé chaque page de l'accord dans l'ordre, sans me presser. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit du stylo et du léger mouvement de quelqu'un sur sa chaise. Je n'ai pas levé les yeux en signant car il n'y avait rien que j'avais besoin de voir. La décision avait été prise il y a longtemps et la signature n'était que la paperasse qui rattrapait la décision. Quand j'ai terminé la dernière page, j'ai posé le stylo, j'ai aligné la pile de papier et je l'ai poussé vers le centre de la table. Pendant environ 4 secondes, rien ne s'est passé. Puis la porte de la salle de conférence s'est ouverte et 3 avocats sont entrés, portant une mallette de documents. C'étaient les associés principaux du cabinet de mon père et ils attendaient dans le couloir depuis avant l'arrivée d'Olivia et Mason. C'était arrangé. J'avais arrangé l'heure, la séquence, l'instruction spécifique que le dossier scellé ne serait ouvert qu'après la signature finale, pas avant. L'avocat principal a ouvert la mallette et a placé la documentation devant le médiateur. Il a fallu quelques minutes pour que le contenu soit examiné et confirmé. Le médiateur a lu un résumé à voix haute, ce qui est la procédure standard lorsqu'une divulgation importante entre dans le dossier. Il a confirmé qu'Ethan James Bennett était l'unique héritier et propriétaire majoritaire de Bennett Family Holdings, un groupe d'investissement privé avec des actifs dans les domaines de la technologie, des infrastructures, de l'immobilier, de l'énergie et de la finance. Avec une valeur de portefeuille totale de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il a confirmé que tous les actifs hérités étaient protégés par un contrat de mariage signé par les 2 parties avant le mariage. Il a confirmé que la requérante, c'est-à-dire Olivia, n'avait aucun droit sur aucune partie de la succession. L'avocat d'Olivia est resté très immobile, le genre d'immobilité qui n'est pas du calme, mais la réponse physique d'un esprit qui se déplace extrêmement vite à travers un très mauvais ensemble d'options. Mason avait pris une couleur spécifique, pas vraiment pâle, plutôt la couleur de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qui change tous les calculs qu'il a fait au cours des derniers mois. Il me regardait d'une manière qu'il ne m'avait jamais regardé auparavant, c'est-à-dire avec une réelle attention. Et je pouvais voir le moment où la forme complète de la chose s'est assemblée dans son esprit. Les propositions, les mois de contact, les intermédiaires, les demandes de rencontre avec l'héritier restaient sans réponse. Olivia s'est tournée vers moi. Quelque chose sur son visage avait changé, et sous l'expression contrôlée, il y avait quelque chose qui se fissurait. Pas du chagrin exactement, mais l'expression de quelqu'un qui vient de voir l'histoire qu'il se racontait s'effondrer au niveau structurel. Elle a dit mon nom d'une voix que je n'avais pas entendue de sa part depuis des années. Elle a dit que peut-être ils avaient tous les deux été trop pressés, que 8 ans valaient plus qu'une seule matinée, qu'il était temps de reconsidérer. Je l'ai regardée pendant un long moment et la réponse était sur son visage avant qu'elle ne termine la phrase, et c'était exactement ce à quoi je m'attendais, et c'était la chose la plus triste que j'avais vue depuis le fauteuil de mon père près de la fenêtre dans le Wyoming. J'ai remercié le médiateur et j'ai demandé si nous pouvions passer aux formalités de clôture. Avant que le médiateur ne puisse passer aux formalités de clôture, j'ai demandé un moment pour parler. Mon avocat avait été prévenu que cela pourrait arriver. L'avocat d'Olivia ne l'avait pas été. Mason s'est redressé sur sa chaise comme le font les gens quand ils sentent le sol bouger mais ne savent pas encore dans quelle direction. Olivia m'a regardé avec une expression prise entre l'espoir et la lassitude. Elle calculait encore, essayant toujours de lire dans quelle version de cette fin elle allait se trouver. Je suis resté assis. Ce que j'avais à dire ne nécessitait pas d'élévation. J'ai dit à la salle que je ne retirais pas ma signature, que je ne demandais pas de prolongation et que je n'avais aucun intérêt à revoir les termes. Le divorce était ce qu'il était et il allait se poursuivre. Mais avant cela, je voulais mettre quelque chose au dossier que je pensais mériter d'y être. J'ai ouvert ma mallette et j'ai placé un seul dossier sur la table, pas épais, pas dramatique, juste une collection de documents que j'avais rassemblés pendant plusieurs mois d'attention silencieuse. Des reçus d'hôtel de voyage décrits comme des déplacements professionnels. Un contrat de location pour un appartement que ni le cabinet d'Olivia ni le fonds de Mason n'avaient de raison commerciale de maintenir. Des itinéraires qui confirmaient ce que je savais déjà bien avant qu'elle ne pose les papiers du divorce sur la table de notre cuisine. J'ai dit à Olivia que je savais pour elle et Mason bien avant cette soirée. Je le savais pendant que j'étais dans un avion pour le Wyoming pour m'asseoir à côté de mon père mourant. Et je le savais quand je suis rentré à la maison, et qu'elle m'a tendu un dossier avec l'efficacité de quelqu'un qui avait planifié la conversation pendant que j'étais à l'enterrement.
Le savoir ne m'avait pas rendu cruel, et je n'avais pas utilisé ce que je savais pour forcer un résultat différent, parce que ce n'était pas le but. Le but était que j'avais attendu, non par faiblesse, et non parce que j'avais peur de ce que je trouverais. Une partie de moi avait besoin de savoir si elle s'arrêterait d'elle-même, si elle se souviendrait à un moment donné de ces mois à quoi ressemblait vraiment le début des choses. Les nuits où elle était rentrée vaincue et où j'étais resté éveillé avec elle. L'entretien qu'elle avait finalement réussi après que nous ayons passé en revue ses réponses jusqu'à 2 heures du matin. Le sol de notre cuisine et le fait que je m'y sois assis parce que je n'allais pas rester debout au-dessus d'elle pendant qu'elle s'effondrait. Elle ne s'était pas arrêtée. J'ai fermé le dossier et je l'ai posé sur la table entre nous. Je lui ai dit que Mason n'était pas la raison pour laquelle le mariage avait pris fin. Le mariage avait pris fin plus tôt et plus discrètement, dans tous les petits moments où elle avait décidé que je ne valais pas la peine d'être défendu, d'être inclus. D'être regardé sans le filtre de ce que je pouvais représenter pour les gens dont elle avait commencé à valoriser les opinions plus que les siennes. Je n'étais plus en colère à ce sujet. La colère m'avait traversé quelque part au-dessus des plaines du Wyoming lors d'un vol de nuit, et ce qui restait de l'autre côté était quelque chose de beaucoup plus simple, une clarté, une connaissance de ce qu'avaient réellement été les 8 dernières années. Par opposition à ce que j'avais passé trop de temps à me raconter. J'ai dit que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait. Je le pensais sincèrement. Puis j'ai dit au médiateur que j'étais prêt à continuer. Les yeux d'Olivia étaient humides. Elle a commencé à dire quelque chose et n'a pas fini la phrase, ce qui était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait faite dans la pièce de toute la matinée. Mason n'a rien dit du tout, ce qui était la décision la plus intelligente qu'il ait prise depuis son entrée. La clôture a pris encore 20 minutes. Quand ce fut terminé, j'ai serré la main du médiateur, j'ai fait un signe de tête à l'avocat d'Olivia, et je suis sorti dans le couloir où mon manteau était sur un crochet, et le bâtiment était chaud, et le reste de Boston vaquait à son jeudi sans rien savoir de tout cela. Olivia m'a rattrapé près de l'ascenseur. Elle était venue rapidement, ses talons résonnant sur le sol en marbre. Et elle m'a atteint juste avant que les portes ne s'ouvrent. Elle a dit que 8 ans ne pouvaient pas se terminer en une matinée. Qu'il y avait des choses que nous n'avions pas essayées, des conversations que nous n'avions pas eues, et que ce qui venait de se passer là-dedans n'avait pas à être le dernier mot. Sa voix avait une qualité que je n'avais pas entendue depuis longtemps, sans garde, sans la gestion soignée qu'elle appliquait habituellement au moment qui exigeait quelque chose d'elle. Pendant une seconde, j'ai pu voir la personne que j'avais épousée, celle qui s'était assise sur le sol d'une cuisine et n'avait pas fait semblant de ne pas s'effondrer. Je lui ai dit la vérité. Le mariage ne s'était pas terminé ce matin. Il s'était terminé dans l'accumulation de chaque soirée où elle avait parlé de moi de la manière dont elle parlait à Mason à la table de sa mère, de chaque événement auquel elle avait assisté comme si je n'existais pas. De chaque fois où elle m'avait regardé et avait vu un handicap au lieu d'une personne. Je ne lui en tenais pas rigueur de la manière qui exige une punition continue. Je ne pouvais tout simplement pas l'ignorer. L'ascenseur est arrivé et je suis monté, et j'ai regardé les portes se fermer entre nous et j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni du triomphe ni du chagrin, mais qui se situait quelque part dans l'espace calme entre les deux. Mason m'a trouvé dans le hall, près de l'entrée principale du bâtiment, juste au moment où j'enfilais mon manteau. Il était seul. Il a offert une version d'explication. Il a dit que les choses qu'il avait dites à table avaient été de mauvais goût, qu'il ne les avait pas voulues aussi personnelles qu'elles avaient été perçues. Que dans d'autres circonstances, il pensait que nous aurions pu bien nous entendre. Il avait l'aisance de quelqu'un qui avait navigué dans de nombreuses situations nécessitant un recadrage rapide, et il l'a déployé avec une réelle habileté. Je lui accorderai au moins ça. Je lui ai dit que toutes les propositions que son fonds avait soumises à Bennett Family Holdings seraient examinées par des canaux indépendants standards, sans traitement préférentiel dans un sens ou dans l'autre. Que les personnes chargées de l'examen étaient des professionnels qui évalueraient les chiffres selon leurs propres termes et que ces chiffres détermineraient le résultat. Son expression a légèrement changé quand je l'ai dit, pas de panique, mais le regard d'un homme faisant un calcul interne rapide et n'aimant pas le résultat. Je lui ai dit que j'espérais que l'examen se passerait bien pour lui et je suis sorti dans l'air de janvier. L'examen indépendant s'est conclu fin février. Le fonds de Mason a été refusé. L'évaluation écrite citait des divergences irrésolubles entre les valeurs d'actifs déclarées et les positions sous-jacentes vérifiées, ainsi que des obligations de dette non divulguées qui déformaient matériellement la santé financière du fonds. C'était un document complet et précis, et je ne l'avais pas écrit, je ne l'avais pas façonné, et je n'en avais pas eu besoin. Les chiffres avaient fait le travail eux-mêmes, ce que font les chiffres quand personne ne les gère plus.
Sans l'injection de capital qui aurait stabilisé son fonds, la situation de Mason s'est détériorée au printemps. La communauté des investisseurs n'est pas un grand monde, et les mauvaises nouvelles y circulent efficacement. Il a commencé à se retirer des engagements publics, puis des engagements visibles, et finalement de la vie d'Olivia entièrement, non pas avec une conversation ou une explication, mais avec l'absence progressive qui suit lorsqu'une personne réalise qu'une relation ne sert plus son but. Olivia l'a appris de la même manière qu'elle avait appris la plupart des choses ces dernières années, trop tard, de la mauvaise direction, après avoir déjà organisé ses prochains mois autour d'une hypothèse qui s'est avérée fausse. Eleanor, qui s'était assise à la tête de sa propre table de dîner et avait dit à sa fille que j'étais un homme sans ambition ni perspective, a regardé tout cela se dérouler sans avoir grand-chose à dire. L'annonce publique de ma prise de contrôle de Bennett Family Holdings a été publiée dans les sections économiques de 3 publications nationales et d'une publication locale. On m'a dit qu'elle les avait lues. Je n'ai pas passé beaucoup de temps à me demander ce qu'elle en pensait car cela n'avait plus rien à voir avec moi. Pour ma part, j'étais occupé. La transition vers le rôle de propriétaire majoritaire a exigé plus de mon attention que je ne l'avais prévu. Non pas parce que l'entreprise avait besoin d'être sauvée, mon père l'avait laissée en bon ordre, mais parce qu'apprendre à fonctionner au sein de quelque chose d'aussi grand prend du temps, même lorsque les fondations sont solides. J'ai fait appel à une équipe de direction expérimentée et j'ai passé suffisamment de temps en réunion du conseil d'administration cette première année pour comprendre quelles décisions nécessitaient ma contribution directe et lesquelles étaient mieux laissées à des personnes qui le faisaient. Depuis plus longtemps. Je n'essayais pas de devenir mon père. J'essayais de comprendre ce que j'allais construire avec ce qu'il m'avait donné. Le centre de formation de Dorchester est resté ouvert. Cela n'a jamais été une question. Ce qui a changé, c'est l'échelle. J'ai utilisé la première année pour concevoir un cadre pour étendre le modèle, une fondation nationale qui pourrait reproduire le programme dans des communautés où les filières professionnelles étaient sous-financées ou totalement absentes. À l'automne, nous avions des organisations partenaires dans cette ville et une équipe de personnes qui croyaient en ce travail comme j'y croyais, ce qui est la seule façon dont une institution fonctionne réellement dans la durée. C'est lors de l'inauguration à South Boston, un nouveau centre, le 3e que nous ouvrions cette année-là, que j'ai revu Olivia pour la première fois depuis janvier. L'événement était public, avec la presse locale, les membres de la communauté et une douzaine de nos apprentis qui avaient accepté de parler de leurs expériences dans le programme. C'était une bonne matinée, le genre qui vous rappelle pourquoi vous avez choisi un chemin particulier. Je parlais avec l'un des coordinateurs du site quand je l'ai remarqué de l'autre côté de la rue, debout sur le trottoir dans un manteau que je ne reconnaissais pas, regardant l'événement de loin. Elle a attendu que la partie officielle soit terminée et que la foule se soit dispersée. Puis elle a traversé la rue et nous nous sommes tenus sur le trottoir devant le nouveau centre, dans l'air d'octobre, avec les bruits de la ville autour de nous et 8 ans d'histoire entre nous que ni l'un ni l'autre ne pouvait réviser. Elle a dit qu'elle avait lu des articles sur l'expansion de la fondation et voulait me féliciter. Sa voix était posée, sans le jeu d'actrice qu'elle utilisait pour contrôler les moments qu'elle voulait maîtriser. Elle a dit que le travail était clairement quelque chose de réel et que la ville s'en portait mieux, et qu'elle le pensait sincèrement. Je l'ai cru. Elle a dit qu'elle avait passé beaucoup de temps, la majeure partie de l'année, a-t-elle admis, à réfléchir à la chose sur laquelle elle s'était le plus trompée. Pas l'infidélité, pas le divorce, pas même la façon dont elle avait parlé de moi à la table de sa mère. La chose sur laquelle elle s'était le plus trompée était plus simple et plus difficile à nommer. Elle m'avait regardé et avait décidé de ma valeur en se basant sur ce qu'elle pouvait voir, sans jamais se demander si ce qu'elle pouvait voir était l'image complète. Et la vérité plus douloureuse, qu'il lui avait fallu plus de temps pour atteindre, était que même si ce qu'elle pouvait voir avait été l'image complète, même si je n'avais jamais été que l'homme du centre de formation de Dorchester avec le tableau de bord fissuré. Cela n'aurait toujours pas justifié la façon dont elle m'avait traité. La valeur qu'elle m'avait niée n'avait jamais été conditionnelle à mon compte en banque. Elle avait juste utilisé le compte en banque comme une raison pour ne pas l'avoir. J'ai écouté tout cela. Il y a quelque chose dans le fait d'être vraiment entendu, même tardivement, qui a encore du poids. Mais quand elle a fini, je lui ai dit doucement et sans cruauté que j'avais déjà tourné cette page. Pas avec colère et pas d'une manière qui l'obligeait à être la méchante pour toujours, mais une page tournée. Comme une porte se ferme quand on a décidé de quel côté on va vivre. Avant que je ne me retourne pour partir, elle m'a demandé pourquoi j'avais signé les papiers avant l'arrivée des avocats. Pourquoi j'avais attendu que la toute dernière signature soit sur la page avant de permettre l'ouverture du dossier. Je lui ai dit la vérité.
Parce que je voulais savoir qui tu choisirais quand tu croyais que je n'avais rien. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait pas de réponse qui aurait convenu. Elle a regardé le bâtiment derrière moi, le nouveau centre, la bannière encore en place, le nom de la fondation en lettres nettes sur la façade, et j'ai compris qu'elle allait porter cette question pendant longtemps. Je lui ai serré la main comme on serre la main de quelqu'un qu'on a bien connu et qu'on connaît maintenant différemment, et je suis retourné vers le bâtiment où des gens attendaient. La camionnette était garée au coin de la rue. Je suis rentré chez moi en traversant South Boston dans la lumière d'octobre, passant devant les quartiers que j'avais passé 15 ans à apprendre, passant devant les endroits où la ville vous montrait ses rouages au lieu de son visage poli. J'ai pensé à mon père dans son fauteuil près de la fenêtre, à la promesse que je lui avais faite, et au fait que je l'avais tenue, pas parfaitement, non sans la tentation de faire autrement, mais je l'avais tenue. J'ai pensé à ce qu'il avait dit sur le pouvoir, que le vrai pouvoir n'était pas dans la capacité de détruire. Il était dans le fait d'avoir cette capacité et de choisir de faire quelque chose de mieux avec. Mason avait cru que la signature était une capitulation. Olivia avait cru qu'elle quittait un homme qui avait déjà perdu. Ce qu'aucun d'eux n'avait compris, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard pour que cela ait de l'importance, c'est que j'avais signé ces papiers en pleine connaissance de ce que je faisais, non pas parce que je n'avais pas le choix, mais parce que j'avais regardé le mariage lucidement et décidé qu'il ne valait pas la peine d'être conservé au prix de ma propre dignité. L'argent, la succession, le portefeuille d'entreprise que mon père avait passé sa vie à construire. Tout cela était réel et cela a changé la forme de ma vie de manière que j'apprenais encore à habiter. Mais ce n'était pas la chose que j'avais récupérée dans cette salle de médiation. Ce que j'avais récupéré était quelque chose de plus ancien et de plus silencieux. Le simple fait de connaître ma propre valeur sans avoir besoin que quelqu'un d'autre la confirme d'abord. C'est ce que 8 ans du mauvais type de mariage m'avaient pris, lentement et sans cérémonie. Et c'est ce que j'étais allé chercher dans cette pièce. Le reste n'était que de la paperasse. Si cette histoire vous a marqué, c'est probablement parce que vous comprenez déjà ce que signifie être sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû vous voir clairement. N'attendez pas que le monde rattrape votre valeur.